Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission qui est consacrée au patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons prendre le chemin des musiques scandinaves, parler d'un instrument fascinant, le nickel-harpa, emblème national de la Suède. Alors pour nous en parler, eh bien une passionnée passionnante qui nous vient de la Tardière, juste à côté de la Suède, Éléonore Billy. Allez, envoyez la musique. On pourrait vous demander à chaque fois de revenir nous faire ce petit jingle. Merci beaucoup. C'est du côté de la Châtaigneraie, à la Tardière, que la petite Éléonore a plongé très tôt dans la tête, la première, dans le magma de la musique. Un passionné violonneux, Didiero lui transmet le virus par voix chorale et l'initie au violon. Elle croule alors sous les bonnes notes du haut de gamme en notes majeures. Elle se nourrit de bols de rythme, sniffe de la blanche, travaille à la noire, gobe de la ronde, bref, tout ce qui passe à sa portée. Fort en tempo, peintre en battement, véritable usine à jazz, l'artiste mange à tous les ateliers, se passionne pour les musiques et notamment les musiques scandinaves. Et comme elle a plusieurs cordes à son archer, elle craque pour l'emblème de la Suède, un instrument extraordinaire, le nickel-harpa. De stages en transmission, de rencontres en coup de cœur, voilà des années qu'elle le pose sur ses genoux, qu'elle laisse courir ses mains sur lui avec doigté. À la force du poignet et des phalanges, elle l'effleure, le tape, elle répond du tac au tac, du tap au tap. Au début, il l'accompagnait, maintenant c'est elle qui s'accompagne. Voilà des années qu'elle s'accorde avec lui son nickel-harpa. Oh, entre eux, autant le dire, ça n'a pas toujours été simple et toujours rose. Elle a fait tourner en rond, pas facile de dompter cette bête à musique, plusieurs gammes dans le sang. Méfiez-vous de lui, sous son air lissé et tiré à 16 cordes, je crois, et parfois des cordes sympathiques, quoique. Sous son vernis plaqué, il cache une âme qui vibre à la moindre caresse ou au moindre coup d'archet. Tous deux sont passés par des hautes et des basses, des aigus et des graves, des heures et des heures de travail, de tête à tête, main dans la main, doigts dans les cordes, 10 arpettes pour les arpèges, enrôlés au service musculaire, puis avec le temps, et tous les deux se sont apprivoisés. Ils ont mis sur la table, tout sur la table, trouvé des accords. Et maintenant, elle fait corps avec lui. Ils ne peuvent plus se quitter. Ils travaillent ensemble, à l'âme et au cœur, et font vibrer la corde sensible. Allez, quelle est l'histoire de cet instrument? Comment se présente-t-il? Comment en jouer? Combien de musiciens en Vendée ou en France jouent de cet instrument? Quel type de musique? Création? Adaptation? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invitée. Éléonore, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. On est très heureux de vous avoir sur le plateau, la chance de vous avoir et d'avoir votre instrument, qui est, je dois le dire, moi je ne connaissais pas. C'est vrai qu'il y a, je dirais qu'au son, on reconnaît un peu de violon, de vielle peut-être, on en parlera dans un instant. En fait, c'est une vielle. C'est une vielle. Voilà. Pas à roue. À Archer. À Archer. Eh ben, vous allez nous en parler dans un moment. Mais avant peut-être de lancer cette discussion, permettez-moi de vous présenter deux instruments à voix. Inutile de prendre l'archet pour les mettre en mouvement, moteur, action. Nos deux acteurs studio tournent en bouche les mots et les mets. Nos deux Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Jérôme. Comment ça va-t-il? Ben, on va bien. Bonjour. On va bien comme on est mené. Bon, alors... Non, je suis hâte. Comment je ne vais pas poser la question à Jean-Pierre Bertrand, mais je vais la poser à Jean-Pierre Pouvreau, parce que Jean-Pierre Bertrand, côté musique, il y a peu de choses qui vous échappent, et des instruments du monde, les cultures traditionnelles. Si, il y a beaucoup de choses qui m'échappent. C'est tellement vaste. Vous connaissez cet instrument? Oui. Oui. Et vous, Jean-Pierre? Ah, mais pas du tout. Je suis surpris de la sonorité de l'instrument, vraiment. Ouais. C'est du son, c'est tellement aérien, c'est comme s'il y avait de l'écho en permanence avec. C'est très, très joli. Très joli. C'est une belle découverte. Une très belle découverte. Et alors, pour accompagner cette belle découverte? On a l'oreille, il manque les papilles. C'est la saison des fraises, profitons-en. On peut aller les cueillir chez les maraîchers ou en avoir dans son jardin. Bientôt, il y en aura en profusion. J'ai fait une confiture de fraises que j'ai fait moi-même chez moi. Avec des fraises de chez moi? Avec des fraises, non, j'ai été chercher chez un producteur. Très bien. Eh ben, ils sont naturels. On pourra goûter. Ah mais oui, tout l'intérêt, c'est de goûter. Parce qu'il y a très peu de sucre. L'intérêt de cette recette, c'est qu'il y a très peu de sucre. Très bien. Ah ben,
on goûtera avec Éléonore, qui, je crois, est aussi passionnée de fruits de saison, de jardin. Tout à On a fait. vu un reportage à TV Vendée, Les Passionnés, Oui. où vous nous faisiez découvrir et on voyait que jardinage, musique, tout était une même philosophie, un ensemble. Exactement. Et puis Jean-Pierre Bertrand, qui nous présentera peut-être des similitudes dans les cultures scandinaves et maraîchines, non? Pas vraiment? Oh non. Non, ah pardon. Non, la seule chose que je ferai de lien, c'est une culture des musiques de danse modernes, c'est-à-dire les polkas, les scottish qui sont en nombre dans ce pays, mais si les mazurkas aussi. Mais à part ça, sur les sources anciennes, il n'y a aucun lien. D'accord. Aucun lien. Éléonore, comment vous avez découvert cet instrument? Alors, j'ai découvert en écoutant par hasard un disque de musique suédoise un jour. D'accord. Et vraiment, quand j'ai écouté cette musique, je me suis dit, ça, c'est ma musique. Voilà. Ouais. Et vous aviez identifié un instrument différent de... Non. Non? Non, je sais même pas si sur ce disque-là, il y avait du nickel harpa. Je crois que c'était du violon. J'ai plus vraiment le souvenir, mais en tout cas, c'est vraiment moi la musique traditionnelle suédoise qui m'a amenée ensuite vers l'instrument. Est-ce que vous avez grandi dans un monde musical? On parlait de Didier Roux, en tout Oui. cas des musiques traditionnelles. Voilà, j'ai commencé vers 8-9 ans, peut-être le violon avec Didier pendant quelques temps. Mais, entre-temps, j'ai fait aussi du piano classique, de la guitare classique aussi. Ouais. Et voilà, donc j'étais une enfant qui faisait de la musique, mais musique, sans, parmi d'autres Ouais. activités. Toutefois, enfin, j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, mais en développant à la fois l'écoute, puisque avec un violonneux, on transmet aussi de bouche à oreille, Ah, c'était que de la tradition que orale. de la tradition orale, Ouais. et puis en même temps, le piano, Ouais, plus peut-être une formation classique ou de lecture de notes. voilà. Ouais, vous aviez J'ai eu la chance en fait d'avoir C'est pas mal, les deux, donc ouais. aujourd'hui d'être assez à l'aise dans Ouais. chacun des univers. Et est-ce que le nickel harpa, c'est un instrument qu'on transmet aussi à l'oral ou partition, ou les deux? Les deux, en fait, ça dépend des musiciens qu'on a en face de soi. Il y a beaucoup de musiciens qui apprennent. Moi, j'essaie de privilégier quand même la tradition orale, Ouais. vraiment le fait Ouais. d'écouter, d'ouvrir ses oreilles, et puis après donner un support si ça peut aider ou si ça peut compléter, quoi. D'accord. On revient à la découverte de cet instrument et après donc l'étape, le coup de cœur. Et comment on passe le pas? Comment on va en Suède? Comment ça se passe? Oui, parce qu'à l'époque, donc ça c'était il y a un peu plus de 20 ans. Du coup, moi, j'avais pas d'ordinateur. YouTube, c'était pas développé. Hier voilà, encore. j'ai acheté quelques disques que j'ai pu trouver à l'époque. Et puis voilà, rapidement, j'étais un peu frustrée de pas avoir suffisamment et donc j'ai eu une bourse de la région Poitou-Charentes Ouais. pour partir un an en Suède, D'accord. donc en 2003, Ouais. et étudier dans la seule école qui permet l'enseignement, l'apprentissage du nickel harpa en Suède. D'accord. Et donc là, c'est la rencontre, l'apprentissage, Voilà. des formations Là, nouvelles. c'est l'immersion Ouais. totale, voilà, avec un petit groupe, avec des professeurs et des intervenants très variés. Et puis, la chance de faire de la lutherie aussi avec un des grands luthiers suédois. Ouais. Et du coup, de fabriquer aussi un instrument qui n'est pas celui-là, mais voilà, aussi de toucher à ça, et ce qui est pas mal, parce que c'est vrai que c'est vite un instrument, voilà, si on a un problème, Oui. je sais pas, une corde qui zingue, un truc à démonter, voilà, aujourd'hui, savoir, j'ai pas ouais. peur de le faire. Ouais. Et ça c'était voilà, hyper positif, quoi. Et il se compose comment cet instrument? Donc on a des cordes, on a des... alors, Donc, il y a 4 cordes mélodiques, Ouais. les 4 grosses là, et 4 rangées de touches. Traditionnellement, c'est 3, mais sur celui-là, il y en a 4. Donc, chaque rangée de touches est associée à une des cordes. Donc là, je suis sur la corde grave, et puis je monte D'accord. jusqu'à la corde aiguë. Donc ça, c'est pour changer la hauteur des notes. On appuie sur les touches. Et puis, il y a 12 cordes qu'on accorde, chacune avec un demi-ton de la gamme, Ok. donc une en Do, Do dièse, Ré, etc.
Et celles-là, on les appelle les cordes sympathiques, les cordes de résonance. Et c'est ce qui va permettre d'amplifier naturellement l'instrument, d'apporter voilà, une réverbe naturelle. On dit que jouer du nickel harpa, c'est comme jouer du violon dans une cathédrale, C'est ça. avec la réverbe, C'est vrai. réverbe intégrée. Ouais. Et alors, dans les techniques de jeu, on joue uniquement avec l'archet ou alors il y a d'autres... Alors, traditionnellement, on joue avec l'archet, mais Ouais. après, on peut utiliser des techniques de ce qu'on appelle les pids, qu'on utilise au violon. Ouais, d'accord. Et alors, du coup, c'est un instrument à accorder qui est difficile. Il y a... Non, Enfin, après, pour en vous, tout tout cas, est facile. non, mais il demande une grande précision si on veut que l'instrument donne tout son potentiel. Après, voilà, ça s'apprend à bien écouter les vibrations justement qui sortent dans les résonances. Mais après, voilà, c'est des cordes métalliques, donc c'est pas un instrument qui bouge énormément, quoi. D'accord. C'est un instrument rare. Est-ce que vous êtes nombreux à le pratiquer Est-ce qu'on le voit aussi dans des groupes aujourd'hui ou est-ce que c'est réservé vraiment à un répertoire particulier? Non, mais on Voilà, il y a le plein voit. de questions. Hein. Non, mais on le voit. Après, ça reste un instrument rare. Ouais. Dans certains milieux, on le voit même assez souvent. En ce moment, c'est un peu la fête, la mode dans les groupes de fêtes médiévales, déambulations. C'est vrai que c'est un instrument qui est assez puissant, assez Puis sonore. esthétiquement aussi. Voilà, Enfin, c'est vrai qu'il a une présence, gueule, quoi. ouais. Et voilà, après, on reste quelques dizaines à en jouer en France, quoi. Ouais. Vous en vivez aujourd'hui? J'en vis, ouais. Ouais. J'ai la chance, cette C'est chance. vrai. Donc votre quotidien est fait d'enregistrements, de concerts, vous jouez en solo, vous jouez en groupe? Je joue plutôt en groupe. Donc le quotidien, il est fait, oui, de travail sur l'instrument. Voilà. Les gammes, le travail des répertoires, pas mal de compositions aussi, ou d'arrangements. Et puis après, tout le travail de l'ombre sur l'ordinateur pour faire les contrats, répondre, trouver des concerts. Oui, tout à fait. Faut en passer par là aussi. Et la petite fille de la Tardière qui est allée en Suède pour apprendre, est-ce qu'aujourd'hui, une petite fille qui serait née à la Tardière pourrait apprendre localement? Est-ce que vous transmettez à la maison ou vous organisez des stages? Comment ça? Alors, la dimension de la transmission est importante. j'organise quelques stages. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup donné en termes de stages et d'organisation. J'ai beaucoup travaillé aussi avec mon luthier qui est dans les Vosges, à Mirecourt, donc dans le haut lieu de la lutherie française. Et voilà, on a organisé beaucoup de stages, fait pas mal de salons aussi pour montrer l'instrument. Voilà, le démocratiser au maximum. Et puis voilà, là en ce moment je suis plus sur mes projets personnels. J'avais besoin de recadrer les choses davantage sur mes projets. D'accord. Mais voilà, toujours un peu de formation. Toujours un peu de formation. Et si je reviens à la formation, quand vous transmettez des partitions ou alors vous développez aussi, ou là aussi c'est un mix Non, la plupart du temps je commence oralement. oralement? Et puis pour les gens qui sont pas très familiers, voilà, du coup c'est vite fatigant, ça demande vite de l'attention. Donc là, à un moment donné, je donne les partitions pour ceux qui en ont besoin. Il y en a qui sont non lecteurs, donc c'est seulement oral. La formation piano, violon, on se dit, bah là, il y a à la fois le travail de l'archer, puis il y a aussi le travail des doigts qu'on peut apparenter au travail du pianiste. Est-ce que ça aide, le fait d'être pianiste? Non, en fait, le piano, là, c'est vraiment... Alors, ça porte le même nom que les touches, mais celle-là, elle s'apparente vraiment aux touches de la vielle à roue, par exemple. D'accord. Ouais. C'est vraiment voilà, une touche avec une petite pièce de bois qu'on appelle le sautreau qui vient buter contre la corde. C'est exactement le même principe que sur la vielle à roue. Donc, pas grand-chose à voir avec le piano, en fait. Et c'est un instrument intuitif? Oui, et c'est un instrument qui est très agréable parce que le toucher est très léger. En fait, on n'a pas besoin d'appuyer beaucoup. Et voilà, c'est très léger, ça répond tout de suite. Ça demande une grande précision, une grande coordination à main droite, main gauche.
Mais voilà, c'est un instrument qui est... Et on peut moduler le son, on peut le faire l'atténuer. Quand vous dites c'est très sensible, on peut faire Avec des variations l'archet, avec oui. l'archet Oui. ou avec Oui. sur Ouais. créer des sons. Ouais. Très bien. Mm. Je vous propose qu'on se fasse une petite pause gourmande, puisqu'il y a de la confiture au menu. Avec plaisir. On va passer à table avec Jean-Pierre Fouvreau. Sans doute. Ah bah oui. La confiture. Non, mais c'est la saison des fraises. Ouais. Alors bon, pour en avoir dans son jardin, on peut en cueillir, voilà. Et c'est vrai que c'est une confiture qui n'est pas très sucrée, il y a très peu de sucre dedans. C'est Marguerite, une copine de ma mère, qui était une cuisinière chez la grande noblesse de Nantes. Quand elle est revenue au pays, elle s'est amusée à faire plein de recettes de confiture. Et donc, évidemment, quand on enlève beaucoup de sucre, on rajoute de la gélatine pour compenser un petit peu le manque de sucre et puis pour pouvoir économiser la cuisson. Merci. Donc, voilà la recette de la confiture de fraises Marguerite, une confiture de fraises champêtre. Il y a 4 kg de fraises, 2,5 kg de sucre, 300 g de cassis, 4 à 5 citrons bio, selon la taille, 4 ou 5. Et après, des feuilles de gélatine. Alors, 6 feuilles de gélatine ou 6 grammes d'agar-agar. Maintenant, on peut compenser. C'est un gélifiant naturel à base d'algues. On en trouve dans les commerces. 6 grammes d'agar-agar. Donc là, on récupère les zestes des citrons d'abord. Donc, on enlève un maximum de zeste. Il faut des citrons, évidemment, bio. Une fois qu'on a récupéré les zestes des citrons, on les fait blanchir 2 fois dans de l'eau. Une première fois, on égoutte une deuxième fois. Et après, on les hache à la main ou au mixeur. Maintenant, on peut le faire différemment. Et après, on récupère le jus de ces citrons-là. Et on mélange, après, c'est bête et méchant, hein. On mélange le cassis, donc là, il y a 300 grammes de cassis, le cassis, la fraise, le sucre et les zestes de citron, plus le jus de citron. Ah oui, on le sent pas du tout. Ah non. Mais le citron, c'est de l'acide, c'est un exhausteur de goût. D'accord. Voilà, naturel, complètement naturel. Ça développe, hein. C'est pas de la confiture de... Les vrais bounes. Hein, les vrais bounes. ouais. Les vrais bounes. Ouais, et alors donc, le lendemain, on laisse mariner une nuit. Le lendemain matin, il faut bien la rebrasser. Moi, je vais le faire la main, hein. Oh, je me lave les mains et avant et après, évidemment. L'hygiène, c'est de la primordiale en cuisine. Oui, mais Voilà. vous dites qu'un cuisinier n'a jamais les mains. Dans ce qui est toujours les mains dans l'eau. Voilà. Mais un cuisinier, ou une cuisinière d'ailleurs, c'est pas plus les hommes que les femmes, sont toujours les mains dans l'eau. Une personne qui fait la cuisine est d'une hygiène naturelle irréprochable, autrement c'est pas une bonne. Ou c'est pas un bon. Bon, les choses Voilà. sont dites. Non, mais c'est vrai. Naturellement, on ne peut pas faire la cuisine les mains sales ou avec des trucs qui sont sales. Ça, c'est pas possible. Alors, moi j'ai une bassine en cuivre. Elle est bonne. Ouais. Très bonne. Hein? Avec les morceaux, là. Ouais, Oui, il y a le cassis qui donne un petit peu de couleur et puis qui rajoute une petite Ça, pointe ça se marie d'acidité. vachement bien, ouais. Voilà, alors donc le lendemain on brasse tout et on fait cuire ça à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Alors moi je mets à plein gaz en dessous au début, voilà, et je baisse le dernier quart d'heure, je baisse où il faut surveiller. Puis quand la confiture commence à péter, d'abord au fond, bon, elle est pratiquement cuite. Alors on surveille, on prend le truc il est connu, on prend un verre d'eau, on laisse couler la confiture le long d'une cuillère, et si la goutte de confiture reste formée dans l'eau, elle est cuite. Ou on met au congélateur, on surveille, voilà. Il y a un tour de main à prendre, mais bon, les gens qui font de la confiture connaissent. Je vois qu'Éléonore est très attentive. À mon avis, de retour à la Tardière, il est aussi. Non, l'avantage de cette recette, la gélatine qu'on met dedans compense le sucre. Ouais. Ah oui. Non, mais c'est très bon, ça me donne envie de lécher l'assiette. Et si vous en voulez d'autres, le pot est Ah, loin non, d'être- Non, ça va, parce qu'après, je vais avoir des grains dans les dents. Ah Et puis c'est vrai, on fait de la télé. non, non. Puis je vais vous faire parler. En tout cas, un grand merci. Et puis je vais vous dire une chose, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas goûté sur ce plateau. Oui, ça Ouais, mais fait moi du c'est bien, instinctif.
faut arriver sur les dernières Non, émissions il pour y a qu'on des puisse goûter. astreintes, moi, comme ça, qui sont Je suis bien là. tombée. Ah, ouais. Ah, des astreintes. Mais il fait pas ça avec n'importe quel invité. Ah, hein. non. Là, vous Ah, mesurez merci, votre hein. chance. Non, hein. non, c'est normal. C'est tellement beau, la musique est tellement belle. Merci beaucoup, Jean. C'est un bonheur. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cet instrument? C'est un instrument qui apparaît à quel moment? Alors c'est un instrument, les premières traces, c'est le XIVe siècle. 14e C'est siècle, ouais. des sculptures sur des tympans d'église. Et voilà, qui représente un instrument de ce type, plus petit, avec juste quelques touches, et puis voilà, un archet. Et puis après, on retrouve des instruments, que l'instrument a énormément évolué. Il a connu plein de noms d'après les différents types d'évolution, jusqu'à voilà, ce type d'instrument au milieu du XXe siècle. D'accord. Voilà, et ça encore, c'est déjà, sur des évolutions encore plus récentes, parce que, comme je disais tout à l'heure, traditionnellement, en Suède, les joueurs jouent sur des instruments qui ont seulement 3 cordes mélodiques D'accord. et une corde de bourdon. Voilà. D'accord. Là, on est sur 4. Ouais. Donc il en existe aujourd'hui aussi d'autres modèles, des plus petits en taille ou des... Oui, alors Vous en avez plusieurs peut-être? Ouais, moi je joue sur celui-là, c'est le modèle traditionnel qui est apparenté au violon alto. Moi je joue aussi sur un instrument soprano, donc comme un violon, et sur un instrument ténor, donc une octave en dessous du violon. Donc voilà, un petit peu plus aigu qu'un violoncelle. Et il en existe, tessiture, violoncelle, mais des grands instruments qui, voilà, moi, un peu trop grand pour moi, mais voilà, on a presque le quatuor, quoi. Ouais. Est-ce que certains musiciens l'utilisent de façon électronique, avec pédales, Oui. modifiant les... Ouais. Ben oui, moi entre autres, c'est pour ça que j'ai Oui, on voit qu'il est sonorisé. ce petit micro voilà, qui permet de capter. de travailler justement en trafiquant un peu les sons. En trafiquant les sons. Là, on va pas le mettre en... On va pas trafiquer le Non. son, ça va être du 100% naturel. Et ben d'ailleurs, pour animer cette chronique, on va se tourner vers Jean-Pierre Bertrand, c'est de bouche à oreille. Oui, ben, quand j'ai découvert l'histoire d'Éléonore, tout de suite, ça m'a forcément intéressé. Et je suis très heureux que vous soyez avec nous. Et donc, j'ai une passion sans limite pour la musique traditionnelle. Et tous ces instruments, pour moi, ça représente des identités. Et je trouve que c'est dommage que cette notion de ces marqueurs identitaires, etc., ne soit pas plus mise en valeur. Là, quand même, la Suède, marqueur identitaire, emblème de la Suède, quand même, cet instrument. L'instrument est emblème de la Suède, oui, absolument. Quand même, c'est oui. fortement marqué. Alors, ce que je regrette chez les Suédois, c'est que, comme beaucoup d'autres, ils n'ont malheureusement pas, à part dans le chant, gardé des traces de danse ancienne. Ah oui. Ce que j'appelle les branles, les rondes, etc. Pourquoi ? Comme beaucoup de pays germaniques, ils ont été très très vite vers les polkas, les mazurkas, les valses, etc. Mais bon, c'est l'histoire, c'est comme ça, Et on va les pas revenir. polskas. Et les polskas. Et les polkas. Quand je vous disais, j'ai un certain nombre de disques de Suède où effectivement, elles se suivent. Hein. Scottish, polka, mazurka, valse, Scottish, polka. Voilà. Rien de grave. Le son, la puissance de l'instrument accroche, quoi. Je crois que c'est la force de cet instrument, c'est cette ambiance qu'il met là, naturelle. C'est assez fantastique. Alors, comme je savais un petit peu l'histoire d'Éléonore, je lui ai proposé au téléphone, je lui ai dit, et si on commençait par un petit hommage à la Vendée avec un avant-deux? Ouais. Parce que bon, son coin, c'est vraiment le pays de la Vendée. Ah ben, c'est le pays de la Vendée. Ah bah oui. Je crois d'ailleurs que c'est peut-être le deuxième morceau que j'ai dû apprendre avec Didier. Avec Didier, oui. Ouais. Bah, disons que c'est vraiment... S'il y a une danse qui présente bien le bocage, c'est la Vendée. Hein, on retrouve des traces d'avant la Révolution, donc on est bien dans des logiques d'un ancien branle qui est devenu,
en gros une contredanse à la fin du XVIIIe, mais qui est devenue une danse paysanne à part entière en Vendée, mais aussi en Mayenne, un petit peu partout, une partie de la Bretagne, Haute-Bretagne, il y a des avandeux. Donc voilà, et je ne mélange pas l'avandeux du quadrille, qui lui est une conception, on va dire, parisienne. Non, là on est bien dans les avandeux, qui sont la continuité des anciens branles paysans. D'accord. Alors, On va écouter merci Éléonore de nous faire... Alors, vous avez fait remonter des vieux souvenirs. Bah oui, bah, c'était... Un morceau que j'avais appris à l'époque, un avant-deux forcément très, très connu. Je vous laisse faire les annonces. Non, je peux. Allez, on y va. En avant-deux. Tête bon et allant galoper. Et on embrasse sa cavalière. Non, mais les paroles, c'est teinte bon et allant galoper. Si te tapes pas chéron Marie-Louise, teinte bon, si allant c'est galoper. vrai. Si te tapes pas chéron dans le fossé. Très bien. Puis peut-être un deuxième morceau et on terminera l'émission. Faire Je propose qu'on ne mette pas de générique une pièce de fin. Qui vient de là-bas. Eh ben, ce que je propose, Éléonore, pardon, c'est qu'on termine l'émission sur ce morceau-là. Et puis, peut-être vous vouliez ajouter un mot? Non. Eh ben, Est-ce qu'on vous trouve en concert en Vendée dans l'été? Le 21 juin pour la fête de la musique, 21. au Breuil-Barré, Au Breuil-Barré. Ah, d'accord. Eh ben, juste à côté de la Tardière. juste à côté de la Ouais. Tardière. Ah ouais. Devant la maison Jeanne-Marie, peut-être. Exactement. La bibliothèque. Je connais bien cette commune. Et on salue tous les habitants du Breuil-Barré. Eh ben, on va se quitter sur ces notes de musique. Et puis, on vous retrouve cet été, le 21 juin, au Breuil-Barré. Et on a l'habitude de se dire à Bétou. À bientôt. À Bétou, alors.